Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, bienvenue sur Métro Boulot Finito. Aujourd'hui, c'est le Maïeko Talks du mois et qui dit Maïeko Talks dit invité au micro du podcast. Mais ce mois-ci, c'est un Maïeko Talks très particulier parce que je n'accueille pas un, je n'accueille pas deux, je n'accueille pas trois, mais j'accueille 4 invités au micro du podcast. Cet épisode, il est tout particulier puisqu'on n'enregistre pas en studio, mais on enregistre au Just Hotel avec à côté de moi les 4 intervenants et en face de moi un public en délire. Incroyable, j'espère que si vous écoutez cet épisode lundi matin en allant au boulot, ça vous boostera pour votre journée. Alors aujourd'hui, on est en live parce que cet événement, il est organisé dans le cadre des side events du Venture Lab. Le Venture Lab, c'est un incubateur pour porteurs de projets, jeunes étudiants ou jeunes diplômés qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Le Venture Lab va les accompagner de l'idée au projet. Et pour mettre à l'honneur l'entrepreneuriat liégeois, le Venture Lab a organisé son festival des métamorphoses en avril et puis tout le mois de mai a été rythmé par des événements qui ont été organisés par plein de personnes et d'initiatives différentes pour mettre à l'honneur l'entrepreneuriat et le travail. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à enregistrer cet épisode en live. La grande particularité qu'on a aujourd'hui autour de cette table, c'est qu'en fait, on a un grand point en commun. On a tous été incubés au Venture Lab avec un projet qui s'est transformé pour certains en entreprise, on va en parler juste après, et puis pour d'autres, un projet qui s'est arrêté, ou alors comme moi, un projet qui s'est arrêté pour en lancer un autre. Mais en tout cas, on est tous passés à un moment donné de nos vies par le Venture Lab, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Il est maintenant temps de vous présenter mes invités. Aujourd'hui, j'accueille au micro du podcast Pauline Michel de chez Stratétique. Bonjour Pauline. Salut Marline. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Écoute, comme tu l'as dit, je m'appelle Pauline. Je travaille dans une agence de marketing digital qui existe depuis 15 ans, qui s'appelle Stratétique. Moi, mon poste, c'est que je suis créatrice de contenus digitaux. C'est l'intitulé, mais en fait, au final, je fais un peu de tout. Je pense que c'est comme beaucoup de gens, un peu couteau suisse, si tu veux. Comme tu le dis, je suis passée par le Venture Lab, alumni. J'ai lancé un projet aussi à l'époque. Donc, j'ai un peu cette double casquette aujourd'hui, à la fois d'avoir été entrepreneuse, d'avoir géré un projet, géré une équipe, et derrière d'être maintenant employée. Donc j'ai cette double casquette qui fait que à la fois j'ai pu être un manager pas toujours le meilleur et maintenant je suis managée. Donc je trouve ça intéressant de parler du management d'aujourd'hui avec peut-être ces deux casquettes et de voir où ça nous mène dans nos réflexions. Et c'est pour ça que je t'ai appelé au micro du podcast aujourd'hui. Bien sûr. À côté, j'ai Maxime Deuze de l'entreprise Deuze. Bonjour Maxime. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, moi, je suis le cofondateur de Deuze avec mon frère jumeau Julia et aujourd'hui l'administrateur délégué aussi avec mon frère jumeau Julien. Vous faites tout à deux ? On fait tout à deux, ouais. On Ou presque. fait depuis très longtemps, ouais. Il y a quand même des trucs, rassure-moi, il y a quand même des trucs. Non, les privés sont très distants, c'est okay. certainement, mais tout ce qui est professionnel, en tout cas, est généralement à deux, oui. Non, mais on demandait pour être sûr. Ouais. À côté, on a Jean-Baptiste Jacquemin de chez Mesurement. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Marline. Est-ce que tu peux aussi te présenter en quelques mots ? Oui, avec plaisir. Donc, je suis directeur général de Mesurement depuis quelques années parce que j'ai revendu, du coup, ma société que j'ai créée au Venture Lab à un groupe hollandais. Et donc, je vais dire, j'ai un parcours qui part un peu du technique avec plutôt dans l'immobilier, la construction, le facility management. Et au fur et à mesure des années, un peu plus parti vers la psychologie du travail et le coaching. Donc, voilà un peu mon parcours en résumé. Un parcours hyper intéressant dont on va effectivement discuter aujourd'hui. Et mon dernier invité, c'est Sébastien Remacle de chez TrustUp. Bonjour Sébastien. Bonjour Marline. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Sébastien, je suis fondateur et CEO de TrustUp. TrustUp, c'est en quelque sorte un booking.com de la construction. Donc, moi, en relation des particuliers qui ont des projets de construction-rénovation avec des entreprises du bâtiment. C'est une entreprise qui a démarré au Venture Lab il y a déjà
longtemps, 8 ans je pense, donc vraiment au tout début du Venture Lab. Et aujourd'hui on a bien grandi, on est 65 dans l'équipe à peu près, et on a bien évolué, on a fait une belle levée de fonds et on continue à grandir chaque année, on continue à doubler à peu près chaque année de taille. Combien la levée de fonds, on peut le dire ou pas ? Oui, 5 millions d'euros. Ouais, on peut applaudir ça, s'il vous plaît. Parce que c'est quand même une belle levée de fonds. Je pense que vous l'avez compris, j'ai 4 profils hyper intéressants aujourd'hui avec moi qui ont chacun une casquette ou une vision du management qui est différente et c'est de ça dont on va parler. La première question que j'ai pour vous, répond celui qui veut en premier, c'est quoi votre définition du management ? Pas tous en même temps. Jetons-nous à l'eau. C'est toi qui as des petites fiches. Moi, je me disais que tu allais y aller tout de suite. Je peux y aller avec grand plaisir. J'y vais alors. Jean-Baptiste. C'est une question assez profonde en réalité. J'ai fait des petits copions parce que j'ai bossé dessus ce matin en me disant finalement, ça m'a permis un peu de prendre cette hauteur et de me dire c'est quoi mon rôle de dirigeant et de manager. Ce qui finalement j'ai un peu retenu, c'est pour moi la définition, l'art de mobiliser les énergies humaines finalement vers un projet collectif. C'est un peu comme ça que je l'ai conçu en tout cas. Et pourquoi j'aime bien cette définition ? Parce que je vais dire d'un côté il y a l'individu et de l'autre côté il y a le collectif. Et je pense que par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on va beaucoup parler de cette balance organisation, collectif et individu, générationnel, ce qu'on veut aujourd'hui. Donc voilà un peu, je vais dire ma définition. Rapidement, je vais dire, sans rentrer trop dans le détail, du management pour moi. Ouais, assez d'accord avec toi. Sébastien. Pour moi, un bon manager, c'est pas forcément un manager, c'est un leader avant tout en fait. C'est quelqu'un qui comprend les équipes, c'est quelqu'un qui partage la vision de l'entreprise avec les équipes et qui est capable de faire monter les équipes en compétences. Pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui est sur le terrain, qui est capable de coacher. Et donc, c'est vraiment plus qu'un manager, c'est un leader. Bah oui, je suis assez alignée. Moi, Pauline. c'est vrai que dans ma tête, le management, c'est de la gestion de compétences, mais pas que de compétences professionnelles, c'est aussi de la gestion de compétences humaines. Et parfois, on se concentre peut-être plus sur le premier que sur le deuxième. Pour moi, un bon manager, c'est celui qui saura gérer les deux et pouvoir voir, comme on dit, les soft skills et hard skills dans son équipe. Je vois que ça c'est bien, Maxime. on est plus ou moins tous fort alignés quand même. Donc pour moi, le management, c'est quoi ? C'est de pouvoir fédérer son équipe et de pouvoir avancer tous ensemble vers un objectif commun et de faire grandir ses collègues vers potentiellement son propre rôle dans le futur. Ouais, c'est vrai que vous êtes bien alignés. Moi, je suis assez alignée avec vous aussi sur cette définition du management et notamment, tu vois, Sébastien, tu le disais, le leadership. Je reviens sur ça. C'est important d'avoir une vision et de pouvoir montrer cette direction-là à ses équipes. J'ai une petite question individuelle maintenant pour vous et je vais peut-être commencer par toi, Pauline, puisque tu es la plus proche. Mais toi, tu le disais en introduction, tu as été manager puisque tu as créé ta propre boîte, ton magazine. Tu as arrêté, tu es aujourd'hui salarié. Ou en tout cas, comment est-ce que tu vois la différence entre les deux ? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui quand on est salarié d'un manager ? Alors oui, du coup, c'est un peu comme ça. C'est ça qui est spécial, c'est que j'ai commencé ma carrière comme ça. Donc, j'ai commencé par un peu être jetée à l'eau et devoir tout apprendre toute seule. Ce qui fait que j'avais pas de vision en fait de qu'est-ce que c'est un bon manager, puisque j'ai dû l'être et j'ai dû apprendre ça sur le tas. Ce qu'on attend d'un bon manager, je pense, par rapport à ma propre expérience, mais aussi par rapport à aujourd'hui en tant qu'employé, je pense que c'est surtout de l'écoute. Moi, en tout cas, c'est ce que j'attendais, de l'écoute, de la transparence. Et en fait, je me rends compte que c'est surtout des qualités très humaines. Après ça, je pense que c'est un peu individuel et qu'il y a des gens qui recherchent peut-être, j'en sais rien moi, du confort, des avantages. Moi, c'était vraiment des qualités humaines que je recherchais et que j'essayais d'avoir à ma manière. Maintenant, je pense que d'avoir été manager m'aide à comprendre ce qu'il faut faire, pas faire par rapport à ça et les défauts que ça peut comporter. Notamment le fait que moi, j'étais quelqu'un je voulais que tout le monde m'aime. C'était un peu mon truc. Alors que maintenant, je vois qu'un manager, oui, il faut qu'on l'aime, bien sûr, je pense, mais il n'y a pas que ça dans cette fonction-là et que il y a plein d'autres choses qui entrent en jeu. C'est intéressant que tu dises, et moi c'est ce que je dis souvent, et c'est ce que je dis souvent à mes auditeurs, et c'est ce que je vous dis, et je vous invite à faire vous. C'est important, et c'est pour ça que je donne la parole à des gens qui viennent de milieux différents et qui ont des visions différentes. C'est important de se mettre à la place quand on est collaborateur. C'est important de se mettre à la place de son manager pour comprendre les enjeux qui lui traversent aussi et qui parfois sont très compliqués. Et inversement, c'est fondamental pour le manager de pouvoir se mettre à la place du collaborateur. Pauline, merci. Du coup, je passe à, je sais pas, là j'hésite. Je me dis Jean-Baptiste, comme ça je vous fais pas de manière trop linéaire. Jean-Baptiste, toi tu l'as dit, tu es spécialiste dans l'aménagement des espaces de travail et un truc que j'avais envie de voir avec toi parce que je trouve ça hyper intéressant, c'est est-ce que dans l'aménagement des espaces, tu sais
voir, quand tu arrives dans une entreprise, le type de management qui est mis en place? Est-ce que tu trouves que ça se retranscrit dans l'aménagement des espaces? Alors, régulièrement, oui. Je vais dire que, heureusement, j'en suis assez content finalement. Les dernières années, de moins en moins. Je vais dire qu'avant, donc il y a quelques années, encore plus avant Covid, très clairement, on pouvait le voir assez facilement. Pourquoi? Tout simplement parce que les espaces de travail étaient construits et payés, je vais dire, par les directeurs et conçus pour les managers, avec les managers. Donc, in fine, on n'écoutait pas beaucoup les collaborateurs et donc on n'avait pas nécessairement des espaces de travail qui reflétaient les collaborateurs, mais reflétaient beaucoup plus ce que voulaient les directeurs et le manager, et donc une certaine culture d'entreprise aussi. Aujourd'hui, on le voit un peu moins. Pourquoi? Parce qu'on est moins dans un effet de mode aussi. Je m'explique. Avant, on était effectivement avec des grandes entreprises qui suivaient effectivement un peu tous la même direction. Donc, tout le monde va vers l'open space. Et alors, tous les plus petits, entre guillemets, vont suivre et vont faire la même chose. Alors là où on va vraiment le voir, par contre, c'est quand on va parler de mètres carrés et qu'on compare les mètres carrés alloués à un collaborateur, à un directeur. Et là, il n'y a plus trop de discussion. On voit très clairement cet aspect. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les plus petits ont du mal à se dire vers où je vais. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a des très gros qui partent vers une direction et d'autres vers une autre direction. Et donc, finalement, les plus petits vont essayer de mieux comprendre qui ils sont. Et pour comprendre qui ils sont, il faut évidemment demander aux collaborateurs, parce que c'est vraiment eux finalement le reflet du terrain. Et donc effectivement, aujourd'hui, on va avoir des espaces de travail qui vont être beaucoup plus adéquats aux usages, au management, à la culture d'entreprise. Super, merci pour ton éclairage. Alors, troisième intervenant, entre les deux, qui veut y aller? Qui veut que je lui pose la question? Ne vous disputez pas. Ok, bon, Maxime, tu m'as dit allez, vas-y, hein, oui, c'est pas. Mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai dit Maxime. C'est hyper logique. Voilà, moi, je suis hyper cohérente. Bon, Maxime, du coup, toi, t'es un peu plongé dans le bain directement. Si je ne me trompe, est-ce que t'as fait directement Venture Lab et puis tout de suite, t'as été dans ton entreprise 2 dans laquelle t'es resté, ou t'as quand même été dans le salariat avant, toi? Je n'ai pas du tout été dans le salariat. Ouais, c'est ça. Donc toi, t'es vraiment plongé directement dans l'entreprise. Comment on fait pour apprendre à manager quand on démarre de l'école et puis qu'on se retrouve là à se dire ok, en fait là j'ai des collaborateurs à gérer? Alors moi je pense que j'ai eu beaucoup de chance et ça arrivait beaucoup plus tôt que l'école. Donc j'ai un papa qui est indépendant et il cultive des pommes et des poires. Et quand on était plus jeune, pendant la cueillette, il employait 150 personnes et donc il n'avait pas assez de personnel à l'année pour s'occuper de tout le monde. Et donc on a dû l'aider très jeune, quand on avait 15, 16, 17 ans, pour gérer toute une série de tâches. Et c'est un petit peu comme ça qu'on est rentré dedans avec mon frère dans le management. Et puis après, on est allé au Scout. Je pense une très très bonne école de management de manière générale. Et puis après, on a eu une première start-up pendant nos études qu'on a vendue à la Silicon Valley, avec laquelle on manageait une vingtaine de bénévoles. Et finalement, on a démarré Dose. Et donc, on a déjà eu plein d'étapes préliminaires avant de vraiment commencer le management. Et au début, avec Dose, on était 2, donc on faisait pas beaucoup de management. Puis après, on a été 3. Donc, manager une personne, honnêtement, c'est pas très compliqué. Puis on était 5, puis 7, puis 8, jusqu'à 7, 8 personnes. C'est pas si compliqué le management, parce qu'au final, on est fort au courant de tout. Et c'est qu'à partir de 15-20 que ça devient un petit peu plus compliqué. Mais bon, je pense que comme on y était vraiment très doucement et graduellement sur plus d'une décennie, ça n'a pas été si compliqué que ça. Et je vois vraiment la différence avec aujourd'hui dans notre équipe, les jeunes managers qu'on a. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué pour eux parce qu'ils n'ont jamais fait ça et que du jour au lendemain, on leur demande d'apprendre beaucoup de choses totalement nouvelles. Ce qui n'a pas été notre cas. Et ça, je suis très content. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu dirais vraiment le fait de progressivement, en fait, monter step by step, on va dire, dans les équipes, ça permet aussi d'être plus serein dans le management. C'est ça, parce qu'on a fait nos erreurs. Quand on avait 16 ans, on a fait quelques erreurs. Quand on en avait 20, on a fait quelques erreurs. Quand on a eu 25, on a fait quelques erreurs. Et on en fait toujours, hein. Mais bon, on les a fait étalé sur peut-être 15 ans, alors que le manager qui devient aujourd'hui manager, il fait toutes ses erreurs sur 1 an et demi, donc c'est un peu plus compliqué. C'est ça. Et justement, ça me permet de rebondir. Séba, je viens enfin à toi. Enfin. Ça me permet de rebondir parce que toi, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, levée de fonds, et vous grossissez sans cesse. Comment on fait, ou c'est quoi en tout cas le plus gros challenge que tu vois toi au niveau du management des équipes qui sont tout le temps en train de grossir? Je dirais que le plus gros challenge, en tout cas que nous on a eu, c'est la culture d'entreprise. C'est-à-dire que la culture, elle est forte ancrée en moi. On a 5 piliers qui sont très clairs de mon côté depuis le départ.
Et j'ai toujours, en fait, un peu sous-estimé l'impact que ça avait d'écrire cette culture et de la transmettre aux collaborateurs. Alors, quand on est 10, 15, 20, c'est pas trop un problème parce qu'en fait, on est proche des collaborateurs, ils comprennent très vite. On peut, de notre manière de discuter en face-to-face avec eux, en fait, on peut très facilement leur transmettre cette culture. Par contre, quand on commence à grandir, on commence à recruter des managers qui sont de plus en plus qualifiés, qui viennent de boîtes de plus en plus grosses, donc avec un très beau CV, qui sont très compétents. Et le problème, c'est qu'on se rend compte que ça marche pas, ça fonctionne pas, et on comprend. Et au début, on comprend pas pourquoi. On se dit, mais il a un CV extraordinaire dans une boîte de 60 000 personnes, il a un salaire XXL, il a tout pour bien fonctionner, et ça n'a pas fonctionné. Et puis, en fait, cette réflexion est très récente chez nous. Donc on a eu une période où on est resté bloqué à 50 collaborateurs pendant 1 an, et on n'a pas réussi. Et pourtant, on recrutait, mais on licenciait le même nombre de personnes qu'on recrutait. Donc c'était vraiment pas agréable. Et du coup, il fallait à chaque fois former les personnes. C'était une perte de temps, une perte d'énergie, et c'était agréable pour personne en fait. Et donc du coup, on s'est vraiment posé cette question, et on s'est rendu compte que le problème, il était là en fait. Il était dans le fait, moi, je pense qu'en fait, ma façon de penser, elle est claire pour tout le monde, en fait. La façon d'agir dans notre culture, on a exécuté rapidement. Et en fait, il y a toute une série de choses qui découlent de cette exécution rapide. Pour moi, c'est hyper logique. Je pense à un truc, dans les 2 heures, j'ai fait un MVP, et 1 semaine après, c'est en ligne dans toute la boîte, ou pour tous nos clients. Sauf qu'en fait, les collaborateurs, si tu leur enseignes pas cette culture, ils le savent pas forcément. Et alors, il y a plein de frictions qui se créent à ce moment-là, parce que toi, tu as des attentes qui sont là, et les collaborateurs, ils délivrent autre chose, alors qu'ils ont les compétences pour. C'est pas un problème de compétences. Et donc, je dirais, pour nous, ça a été le plus gros challenge. Donc, on est en train de développer un petit bouquin que les employés vont recevoir de 50 pages qui explique toute la culture avec plein de cas d'usage, etc. dedans, des QCM. Enfin, on s'est inspiré Odoo, fait ça très, très bien. On s'est inspiré d'eux, de ce côté-là. On a mis en place LMS avec toute une session d'apprentissage. Avant, nous, l'onboarding chez nous, t'arrivais, tu recevais ton welcome pack, t'avais 2 heures d'onboarding avec les RH. Quand il y avait quelqu'un du CODIR qui était là, on y allait. Et puis, t'avais une formation d'une journée sur le terrain. Et puis, t'étais sur le terrain et c'était parti. Maintenant, on est en train un peu de changer. On investit beaucoup plus dans les gens, dans leur formation et dans cette transmission de culture. Surtout, c'est le plus important. Donc voilà. Pour nous, ça a été, je pense, le plus gros challenge et le challenge qui nous a fait perdre, je dirais, 1 année facilement en termes de recrutement, facilement. Ouais, c'est ça, ce qui est pas rien en fait, comme challenge. Non. Là, à la fin de l'année passée, on aurait dû être 75-80 et on était moins de 55. Donc ouais. Comme quoi, la culture d'entreprise, je ne le dirai jamais assez, mais c'est tellement important d'avoir cet ancrage. Et c'est intéressant ce que tu disais de... Moi, c'est clair dans ma tête. Et donc, si c'est clair dans ma tête, forcément, ça doit couler pour tout le monde. Et en fait, tu te rends compte que, non, en fait, ce qui est dans ta tête ne l'est pas forcément hyper clair pour le collaborateur qui est en face de toi. Et en fait, chaque collaborateur ou même chaque manager, en fait, arrive avec sa propre culture. Et donc, le problème, à un moment donné, c'est que tu as des managers qui arrivent chacun avec une culture différente. Tu laisses faire, parce que tu te dis ils sont compétents, ils ont tout ce qu'il faut, ils vont y arriver. Et à un moment donné, en fait, tu te rends compte que chacun avance dans une direction, chacun avance dans la même direction, mais prend des voies qui sont complètement différentes. Et donc, du coup, t'en as qui vont être hyper efficaces, hyper efficients comme nous on le veut, et d'autres, en fait, qui vont vouloir construire sur beaucoup plus long terme, vouloir faire beaucoup plus d'analyse avant de lancer quelque chose, et ça correspond pas à notre culture. Et c'est là qu'il commence à avoir des frictions entre des départements qui avancent très vite et des départements qui avancent beaucoup moins vite. Et ceux qui avancent très vite demandent aux autres départements avec qui ils doivent collaborer d'avancer plus vite, et c'est là que ça commence à devenir hyper compliqué. Et c'est là en fait qu'on a fait aussi une vraie recrutement, parce que la culture, en fait, il faut directement la mettre en avant au recrutement. Et en fait, celui qui correspond pas à cette culture, il a beau être le plus compétent du monde, on ne l'engage pas, c'est une certitude. Ouais, c'est ça. Et je vais faire le pont entre la culture et le management, justement. On parle beaucoup. Enfin beaucoup, en tout cas, moi j'en entends souvent parler de ce fameux passage d'un management vertical vers un management horizontal. Je citerai Frédéric Laloux pour ceux qui le connaissent ou en tout cas qui ont envie de s'intéresser à ça avec son livre Reinventing Organization. D'ailleurs, c'est une énorme brique écrite très très petit. Si vous voulez la lire, il y a la BD, enfin la version imagée simplifiée. C'est un résumé en 150 pages, ça se lit en 2 heures. Donc voilà, moi je conseille les auditeurs si vous voulez et les gens
qui sont dans le public, si vous voulez lire, prenez la version illustrée, elle est bien. Et c'est un bon résumé. Donc, lui qui, justement, va un petit peu plus vers ce management un petit peu plus flat, on va dire, où il y a un peu des responsabilités qui sont redistribuées. J'avais envie de savoir aujourd'hui un petit peu, vous, c'est quoi un peu votre position par rapport à ce côté management vertical versus horizontal, où vous en êtes dans vos différentes structures et ce qui fonctionne pas. Chez nous, on est relativement dans un management relativement horizontal. Maxime. Donc on a quand même dû rajouter des couches parce que à un moment donné, au départ avec mon frère, on s'est dit non, ça c'est bien horizontal. À un moment donné, quand on est 40-50, il faut quand même rajouter un petit niveau parce que sinon ça tourne juste plus. Donc on s'est quand même un tout petit peu verticalisé, mais l'idée c'est quand même de rester un maximum horizontal et proche des collaborateurs, et on veut pas avoir après des comme dans des très grandes entreprises où on dit c'est mon N plus 11. Désolé, mais ça va pas ça. Je pense honnêtement. Donc du coup chez Dose on va rester relativement horizontal, mais on s'est quand même un tout petit peu verticalisé par rapport à ce qu'on aurait pu être il y a 2 ans, mais c'est la croissance qui fait ça. Ça veut dire que vous, en tant que manager, vous êtes accessible pour n'importe qui est dans votre entreprise ? Oui. Alors le problème c'est qu'on a un temps fini, donc on a quand même une couche intermédiaire où nos collègues vont principalement aller chez eux, et puis ils peuvent toujours aller dans mon bureau, c'est pas du tout interdit, même si je préfère qu'ils aillent voir leur manager direct, parce que sinon en fait tu passes ton temps qu'à faire ça. Et donc ça c'est quand même pas l'idéal en soi. Pauline ? Alors chez nous, c'est un petit peu différent que mes co-participants à ce podcast, dans le sens où on est une petite structure, on est 4 actuellement dans l'équipe, donc forcément c'est facile d'avoir un management horizontal quand on est 4. Maintenant, il y a une volonté forte de Nicolas qui a créé Stratétique et qui gère la boîte depuis 15 ans, d'avoir une collaboration qui va tendre vers cette horizontalité. Pour lui, c'est important qu'on prenne les décisions ensemble, même si nous, on lui laisse un peu naturellement une espèce de final cut parce que ça nous rassure. Mais il va quand même toujours prendre en compte l'avis de tout le monde dans toute décision qu'on va faire. Et c'est super valorisant, en fait, je trouve, comme en tant que collaborateur, de savoir que ce qui va t'impacter en direct, t'as un impact justement de pouvoir savoir comment ça va se passer, de pouvoir le choisir. Donc nous, on tend vraiment sur une organisation vraiment horizontale, mais à nouveau, c'est dû à la taille de l'entreprise en grande partie et d'autre part à la volonté en fait de la personne qui la gère. Et je pense que si on devait devenir 65 demain, ce qui n'est pas du tout une volonté chez nous, je ne sais pas comment est-ce qu'on le gérerait. Ce serait sans doute un petit peu plus complexe évidemment. Est-ce que c'est impossible d'avoir une grosse entreprise et de mettre en place une structure qui est plus flat ou en tout cas plus horizontale ? Alors, je vais répondre du coup parce qu'on est un groupe international, on est actif dans plus de 50 pays du monde. Jean-Baptiste. Et on parlait de culture tout à l'heure. Alors là, je ne vais pas parler de culture de l'entreprise, mais plutôt de culture entre pays. Donc le groupe qui a racheté mon entreprise, c'est un groupe hollandais. Et effectivement, ils ont une approche très différente de celle qu'on peut avoir dans les pays francophones. Donc on a effectivement une structure très très plate aux Pays-Bas, mais on a essayé de la mettre en place en France, qui n'a pas du tout fonctionné. Où effectivement, nos collaborateurs ont vraiment perdu ses repères du N+1. Alors, on n'est pas encore au N+11 et on ne veut pas aller vers là non plus, heureusement. Mais effectivement, on a dû mixer un peu cette verticalité avec cette horizontalité. Si je prends un exemple, aux Pays-Bas, ou en tout cas avec une certaine ligne hiérarchique, ça peut être très très plat. Donc je prends un exemple, par exemple, le CEO est parfois dans mes équipes, parfois je suis dans son équipe, mais ça peut être aussi un stagiaire potentiellement qui a besoin du CEO dans ses équipes. Donc ça va vraiment aller très 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 bas. Par contre, en France, on n'a pas réussi à le mettre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une perte de repères qui en fait vraiment lui est due à la culture française, où et on l'a aussi un peu en Belgique, je vais dire, un peu moins. Mais finalement, où on a besoin d'un référent. Et là où finalement nos collaborateurs étaient perdus, c'est se dire à qui je demande, pour quelles raisons. Et ils n'avaient pas trop ce mécanisme de se dire oui, lui c'est mon référent pour ça, lui c'est mon référent pour ça, etc. Et donc on a eu beaucoup plus de mal à le mettre en place. Donc là, on a mixé, je vais dire, un peu une horizontale et une verticale, dans le sens où on a mis de l'horizontale plutôt dans des modes décisionnaires forts et de l'horizontal complet dans des modes projet. Donc finalement, on a un peu croisé ce qu'on fait avec de l'IT, alors qu'on n'est pas du tout là-dedans, avec un peu tout ce qui est méthode agile.
donc au niveau projet, mais par contre, d'un point de vue décision, ils ont toujours un référent vers qui aller, parce qu'effectivement, ils étaient un peu déboussolés par ça, par rapport aux Pays-Bas, typiquement. Est-ce que tu crois que c'est plus difficile d'avoir un référent pour tel type de choses ou de tâches ou de projets que de se dire, OK, ça, c'est le référent et c'est tout, that's it. Parce que, en fait, quelque part, si une fois qu'on a compris, nous, avec notre petit cerveau humain, que, telle personne est responsable de ça, telle personne est responsable de ça et telle personne est responsable de ça, pourquoi est-ce que ça pourrait pas fonctionner de se dire que finalement, en fait, on dilue un peu ce pouvoir, justement? Alors, ça peut fonctionner si je prends l'effet inverse, parce qu'effectivement, on n'est pas que là pour parler de réussite, je pense. Si je prends typiquement quand on a fusionné les deux entités, il y a eu ici ce challenge de je perds mon manager qui en fait transpire la culture d'une boîte pour en récupérer un autre qui transpire la culture d'une autre boîte. Potentiellement, moi, je vais manager des gens qui sont aux Pays-Bas qui n'ont pas ma culture francophone et inversement. Là où en fait où on est tombé et ce qu'on voit aujourd'hui et qu'on doit travailler dessus, c'est pas encore un des sujets parce que ça touche pas tout le monde, mais on remarque que la charge de travail sur certains managers a décuplé énormément parce que finalement, comme ils ont plusieurs managers, entre guillemets, ils vont vers celui avec lequel ils ont le plus d'affinité ou celui qui transpire la culture qu'ils souhaitent voir. Et donc, effectivement, c'est un peu le paradoxe de cette culture horizontale sur des plus gros groupes, finalement, où on va être très, très scindé en mode projet et très horizontal, finalement. Je crois que quand il n'y a pas de référent, Pauline. il y a une espèce de confusion aussi qui se fait. Quand tu ne sais pas laquelle personne va trancher, au final, tu peux laisser des projets parfois un peu en plan parce que tu ne sais pas vers qui te tourner. C'est peut-être ça aussi qui fait que... Ou bien tu vas, comme tu le dis, vers ta personne de prédilection qui se retrouve avec une charge de travail trop élevée. Souvent, effectivement, c'est ce cas-là dans le sens où ils vont vers personne de prédilection et potentiellement qui pensent qu'il y a le savoir. Et chez nous, comment on fonctionne? On pense que le N+11, il a le savoir. Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense, un de mes gros combats, c'est se dire finalement, mon monde idéal, c'est se dire le manager, il est peut-être moins payé que le collaborateur parce qu'on n'est pas sur une promotion, on est sur une compétence. Ouais. Et c'est là où c'est très, très différent. Et je trouve que le modèle horizontal l'a plus compris. Après, il a certaines faiblesses sur certains autres cas. Mais donc, effectivement, je pense que c'est un des gros chantiers sur lesquels on va devoir arriver. D'accepter que finalement un expert, typiquement je pense que vous en avez pas mal dans vos boîtes, des sujets techniques comme ça, des experts sont extrêmement bons dans leur expertise, mais sont souvent très mauvais dans la partie humaine. Et pourtant, c'est ces gens-là qu'on va mettre manager parce qu'il y a une promotion et finalement on ne sait pas trop comment faire avec eux parce qu'eux veulent évoluer. Mais potentiellement, c'est sexy d'être manager, donc ils veulent aller vers là. Quand ils y sont, ça fonctionne pas. Et donc, c'est beaucoup de pertes d'argent, beaucoup de pertes de personnel aussi, parce que c'est des gens qui quittent après. Donc, c'est vraiment aussi un gros challenge par rapport à ça. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est à quelqu'un qui me dit « Ouais, je suis manager. Pourquoi tu veux être manager ?» C'est la première question que je pose, parce que si tu veux le faire pour la promotion, pour la voiture ou pour le titre, ça marchera pas à long terme parce que, en fait, manager, c'est manager des gens, c'est manager de l'humain. Et donc, si profondément t'es pas intéressé par cet humain-là, moi, je trouve que c'est ça qui va créer des frictions sur le long terme. Et toi, justement, comment vous faites, vous, dans cette grosse structure pour justement mettre les managers, s'assurer que c'est les bons profils, etc. En fait, c'est un sujet qui est très complexe, comme tous les sujets RH, en fait. Mais le truc, c'est que je crois qu'on rêve tous d'avoir la structure la plus horizontale possible. Ouais. Et puis, on est tous vite rattrapés, en fait, par la réalité du terrain. Et nous, en fait, ce qu'on a constaté en interne, c'est que un manager, team leader, on préfère parler de leader que manager, il peut gérer jusqu'à 7 personnes maximum. Il peut avoir 7 direct reports, donc ça peut être 7 autres managers. C'est pas encore trop le cas chez nous, je crois qu'encore une fois, on n'est pas suffisamment. Mais en tout cas, au-delà de ça, on voit que ça commence à poser des problèmes et que ça commence à devenir compliqué. Et donc, du coup, cette structure qu'on veut la plus horizontale possible, à un moment donné, ça fonctionne plus. Donc, pour l'instant, chez nous, comment c'est structuré? On a un codir avec 5 membres, 6 membres, 5. Et en tout ça, on a une ligne de management, une seule, et puis on a les collaborateurs. Mais par contre, on sait très bien que, par exemple, notre département commercial grandit très vite et qu'on va devoir assez rapidement, en fait, refaire des nouvelles couches de management. Parce que, par exemple, aujourd'hui, les managers commerciaux, c'est moi aujourd'hui le N+1. Sauf qu'à un moment donné, je commence à dépasser largement les 7 direct reports. Et ça commence à devenir très compliqué parce que je peux pas donner suffisamment de mon temps, suffisamment de mon énergie pour chacun. Et donc là, ça commence à devenir compliqué. Et donc, c'est là qu'on commence, en fait,
à structurer des nouvelles couches parce que malheureusement, on n'a pas le choix. Par contre, on peut contrebalancer tout ça avec plein de choses, notamment le fait d'être accessible. Nous, que ce soit tout le CODIR, on est hyper accessible. Je me souviens l'année dernière, une collaboratrice qui était pas bien, qui travaille plus chez nous aujourd'hui, je l'ai vue, je crois, 4 fois 1 heure sur le dernier trimestre. 4 fois 1 heure, ça reprend quand même beaucoup de temps. Ouais. Mais en fait, j'ai pris le temps pour cette collaboratrice. Ça veut dire que je mets d'autres choses aussi de côté. Mais je pense que c'est indispensable à partir du moment où on commence à se structurer. En fait, il faut essayer de garder le maximum possible. Alors, le jour où tu es 4000, ça commence à devenir très compliqué de rester accessible pour tout le monde. Et alors, tu peux le faire autrement. Tu peux organiser des sessions de Ask Me Anything, par exemple. Tu peux organiser d'autres choses, en fait, pour rester ouvert. Nous, c'est ce qu'on va mettre en place 3 ou 4 fois par an. Tous les collaborateurs, parce que fin d'année, on dépassera les 100 personnes normalement, on espère. Mais tous les collaborateurs pourront s'inscrire et venir poser toutes leurs questions de manière totalement transparente. On répond à tout, sauf quand ça concerne évidemment un sujet qui est confidentiel avec un collaborateur ou un autre. Ça peut être, tiens, pourquoi vous avez licencié cette personne? Ça peut être, tiens, pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision stratégique à laquelle je crois pas? Et là, on va de manière moi, j'ai aucun problème à être transparent à 100% avec les gens. Donc, de manière totalement transparente, on répondra aux gens de pourquoi on a pris certaines décisions. Et là, je trouve qu'à partir de ce moment-là, on peut commencer justement à structurer la boîte. Alors, pas arriver à l'extrême avec X couches, mais malheureusement, on n'aura pas le choix à un moment donné d'avoir plus de couches, parce que le jour où tu as 200 ou 300 sales, tu peux pas avoir juste un seul niveau horizontal en tout. Ça, malheureusement, il y a peut-être des boîtes qui arrivent, mais nous, de ce qu'on a testé, on a testé des managers avec 12, 13 personnes et ça marche pas. Ouais, parce que quelque part, comme on le disait, le management, c'est aussi de l'humain, c'est aussi de l'écoute. Et donc, quelque part, c'est vrai que ton écoute aussi, elle est pas Infini. Merci Pauline, je n'avais plus mon mot. Tu dis justement que c'est hyper important pour toi d'être transparent, d'être accessible. J'ai envie de vous parler, c'est très bien, tu vois, t'as fait un pont excellent vers la dernière question. C'était prévu. Voilà. Pouvez applaudir ça, s'il vous plaît. Tu l'utilises jusqu'au bout, ton public. Donc, j'avais envie justement, tu parles de cette accessibilité, on va parler de communication justement, comment on fait pour communiquer quand on est manager et justement quand on remet des couches, etc. C'est quoi le curseur? Où est-ce qu'on met son curseur de communication avec les équipes dans la boîte? Sujet très complexe. Pauline. Je me permets parce que du coup, c'est pas une problématique que je rencontre dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Par contre, chez nos clients, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Même si on est dans le marketing, donc plus de la communication externe, on nous contacte relativement souvent pour la gestion de communication interne, où on a des projets où on doit un petit peu répondre à cette question. Ok, voilà, on est 1200 dans la boîte. Comment est-ce qu'on fait pour que les personnes de terrain qui ne sont pas spécialement au bureau aient toutes les informations? Comment est-ce qu'on fédère? Comment est-ce qu'on transmet cet esprit d'entreprise dont on parlait tout à l'heure? Et je vais peut-être pas apporter de réponse, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment un enjeu qui est très important pour beaucoup d'entreprises et qu'elles sont en train de chercher les solutions aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour intéresser profondément des collaborateurs à ce que nous, on a à dire? Parce que nous, évidemment, on voit à quel point, en tant que dirigeants, c'est important de transmettre ce message. Eux, ils ont une réalité de terrain qui va être différente et parfois, leur réalité plus petite ou en tout cas plus restreinte que celle de l'entreprise au global. Donc c'est un enjeu que je pense beaucoup d'entreprises questionnent là-dessus aujourd'hui et d'autant plus avec les modes de communication qui évoluent quand même pas mal. Donc si vous réfléchissez à ça dans vos boîtes, vous n'êtes pas seul du tout. Oui, du coup je vais peut-être rebondir parce que c'est une conviction que j'ai aussi. Jean-Baptiste. J'ai le sentiment que la communication, peu importe la boîte dans laquelle on va, ça fonctionne pas. C'est un peu finalement quand on écoute nos pairs, quand on écoute finalement des amis, c'est un peu tout le monde ce qu'on entend. C'est pas assez transparent, c'est trop transparent, il y a trop d'emails, il y en a pas assez. Et donc voilà, c'est ça un peu le charabia de la communication. Et donc c'est bien pour toi parce que tu auras toujours du boulot. Oui, merveilleux. Voilà. Et du coup, je pense qu'on se rejoint très fort avec Sébastien par rapport à notre vision de la communication. Bien que lui, comme il est toujours au Rennes, il a l'opportunité finalement de la transmettre. Moi qui ai revendu ma société, finalement, c'est plus nécessairement moi qui la transmets. Et donc aujourd'hui, nous, notre société va énormément communiquer à ne plus savoir ce qui se communique. Donc si je prends un exemple entre le chat, les emails, les SMS, les WhatsApp, je vous en passe, on a tellement de moyens de communication et finalement qui sont
pas définie. Donc, si je prends par exemple un exemple simple, on pourrait passer les choses importantes par mail et la vie de tous les jours sur le WhatsApp et des choses rapides éventuellement sur le chat. Ça se passe pas nécessairement comme ça. Tout va un peu n'importe où et finalement, on sait plus ce qui est important. Et finalement, c'est un peu, et je pense que ça va résonner dans pas mal de l'audience qui nous écoute ici et en digital. Finalement, quand on part en vacances, on a un peu cette période d'adaptation de plus entendre son téléphone sonner tout le temps. Et quand on revient, on est dépité parce qu'il y en a partout. Et finalement, c'est un peu cette peur qu'on a un peu tous du FOMO quand on est en vacances. Et finalement, quand on revient, on se dit ouais, génial, je vais passer une semaine maintenant à retraiter tout ça. Donc voilà, nous, on est un peu dans cet extrême-là. Et je pense aussi que c'est fortement lié à cette horizontalité très très forte de notre siège social, où finalement tout est partagé, mais vraiment tout, et peut-être un peu trop. C'est vrai que pour rebondir, Pauline, on a eu ce cas-là avec un client qui voulait mettre en place un système, un outil de communication interne, et qui s'est heurté au fait que l'outil est super, c'est une machine de guerre de com interne, c'est presque un réseau social intra-entreprise, donc hyper ludique, chouette pour les collaborateurs. Par contre, comme ils n'avaient pas de process interne pour dire ok, cette information elle va par mail, cette information elle va que sais-je par un autre canal, du coup ils ont adopté l'outil, mais ils n'ont pas pu pousser son utilisation au maximum des capacités qu'ils pouvaient apporter, parce qu'il y a d'abord les outils c'est bien, mais les humains qui les utilisent et comment ils les utilisent, c'est ça le point de départ. Et je pense que c'est assez intéressant ça, parce que finalement Jean-Baptiste, on blâme tous aussi un peu les outils. Le challenge quand on met un outil, c'est pas l'outil. Souvent l'outil, on sait le configurer un peu comme on veut. Le challenge, c'est surtout l'humain. Et on l'oublie énormément. Et dans tous les sujets qu'on parle, finalement, c'est aussi le challenge. Je peux parler de notre expérience Sébastien. Chez nous. Nous, on a fait une erreur pendant 1 an et demi. C'est de dire aux collaborateurs, bon, écoutez, on n'est pas très bon en communication, mais promis, on va s'améliorer. Et on s'est amélioré. Sauf qu'en fait, il y a 2 points par rapport à ça. La première, c'est comme tu l'as dit, il n'y a aucune boîte qui est bonne en communication. Et en fait, l'employé, il veut toujours en savoir plus, ce qui est normal, ce qui est humain. Et la deuxième, c'est qu'en disant, en répétant aux gens qu'on était mauvais niveau communication, on leur mettait l'attente là, alors que nous, on était déjà contents d'arriver là, et parce qu'on était là. Et donc, en fait, le problème, c'est que on avait des collaborateurs, on communiquait de plus en plus, de mieux en mieux, et en fait, ça changeait. On fait des enquêtes de satisfaction tous les trimestres, je pense, chez nos collaborateurs. Et en fait, sur le point communication, justement, on voyait très très peu d'amélioration. Il y avait plein de points positifs et qui l'ont toujours été et qui restaient stables aussi. Et le point communication, qui était le plus important, sur lequel on investissait plein de temps, plein d'énergie et plein d'argent, ça marchait pas. Et on a compris que c'est parce qu'on mettait ce niveau d'attente beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'on pouvait faire. Et en fait, encore une fois, aucune boîte n'est bonne de ce côté-là. Et donc, en fait, on a un peu changé nos fusils d'épaule et on a dit, en fait, dans quoi est-ce qu'on est bon par rapport aux employés? En fait, c'est dans la transparence et dans l'accessibilité. On est hyper accessible comme tout le monde, pour tout le monde, comme je l'ai dit, et on est hyper transparent. Et en fait, plutôt que d'essayer de travailler sur des faiblesses qui en fait sont des faiblesses pour toutes les boîtes et qui resteront toujours des faiblesses, travaillons plutôt sur nos forces et améliorons encore cette accessibilité et communiquons là-dessus, sur cette accessibilité et sur cette transparence. Et je pense que là, ça commence justement à porter ses fruits, d'avoir ce mindset-là qui a été modifié dans la boîte. Ouais, c'est ça. Mettre un petit peu l'accent sur les forces aussi, c'est important. Et même en tant que manager, en fait, on a tendance à dire ah mince, on n'a pas atteint les objectifs, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Mais parfois, c'est hyper intéressant aussi de souligner, en fait, ça, on l'a fait bien et de mettre en avant les forces. Maxime, comment ça se passe au niveau communication, toi, chez Deleuze? Alors, jusque 20, c'était assez simple. Donc, comme Sébastien l'a dit tout à l'heure, jusque 20, en fait, surtout dans notre cas, quand on est 2, la vision, la culture, c'est assez clair parce qu'on va discuter dans les bureaux. Quand on a une discussion, surtout qu'on est assez ouvert avec mon frère, on va jamais dans une salle de réunion pour avoir une discussion, sauf si c'est vraiment confidentiel. Donc, plus ou moins tout le monde est au courant tout le temps de tout, et donc en fait, c'est pas très 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 compliqué de manière générale. Et puis via un moment, en tout cas dans notre histoire où on a grandi et où ça a été beaucoup plus compliqué parce que tout le monde n'était plus au courant de tout, mais on était dans une culture où tout le monde était au courant de tout à la base, et donc pas mal de collègues voulaient toujours tout savoir.
et ça s'y prêtait plus trop, et donc ça fait des réunions avec des gens qui s'incluent, qui sont peut-être pas nécessaires. Et ce genre de choses-là, et peut-être nous qui ne communiquions plus du coup de manière suffisamment formelle, vu qu'on avait l'habitude de parler de manière assez informelle et de manière très régulière, on n'a plus su faire ça avec tout le monde. On a dû aller vers une communication un peu plus formelle vers tout le monde, sachant que quand tu as une couche intermédiaire, tu as toujours ton message qui est dilué, donc qu'il aille du haut vers le bas ou du bas vers le haut. L'employé dit quelque chose à son manager, qui après a entendu peut-être la même chose de 2-3 personnes, et puis qui lui va dans son ressenti et dans sa vision et sa manière de voir les choses, peut-être adapter, transformer le message, en pensant avoir bien compris ce que les collègues lui ont dit, et va nous le représenter de manière différente. Et vice versa, on va peut-être exposer un point sur l'objectif et la vision de l'entreprise à un manager qui après va le communiquer de manière différente aux employés, en disant c'est bizarre, comment c'est possible? Parce qu'il y a une couche intermédiaire, et donc forcément le message il est un petit peu changé par rapport à la compréhension que chacun a du message. Donc on a dû mettre pas mal de choses en place. On fait assez régulièrement des réunions avec toute l'équipe où on va mettre en avant des messages qui sont portés par l'équipe, mais pour que tout le monde soit au courant de choses importantes. Alors c'est pas tout, mais les choses importantes. On va essayer de les adresser de cette manière-là, une fois par trimestre en moyenne, et puis après on reste très accessible pour tout collègue qui serait peut-être pas d'accord avec son manager ou quoi que ce soit, ils peuvent toujours terminer dans notre bureau pour poser ces questions. Et pour l'instant, je pense que tant qu'on n'a pas dépassé les 150 personnes, ce ne sera pas un problème. Après, sûrement qu'on aura d'autres questions organisationnelles à se poser. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est essentiel, en tout cas que nous, encore une fois, on a appris. Sébastien. C'est que la communication, elle doit venir surtout des managers eux-mêmes, en fait, qui eux-mêmes ont eu la communication au niveau du CODIR ou autre, et c'est eux qui doivent transmettre, comme ils doivent transmettre la vision à leur équipe, c'est eux qui doivent un maximum communiquer envers leurs équipes sur les décisions qu'on prend, sur la direction qu'on prend, etc. Pour moi, c'est essentiel. Et on fait aussi des company breakfast tous les trimestres, on a organisé plein de trucs. Mais en fait, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand le manager, une fois tous les X temps, en fait, il fait une réunion avec sa petite équipe et qui dit voilà les gars, voilà la direction qu'on a pris et voilà pourquoi on l'a pris. Vous avez des questions, si vous voulez, on en discute. Et en fait, pour moi, c'est ça. La bonne communication, elle passe par là et elle passe beaucoup moins par des canaux externes comme on pourrait utiliser Slack ou des applications ou des emails où en fait ça permet pas d'avoir un contexte aussi. Je pense que dans la communication, il faut un contexte. Sinon, c'est souvent mal compris ou incompris par les gens parce que les gens ont tous leur culture, leurs valeurs différentes, enfin leurs propres valeurs en fait. Et donc un message qui pourrait paraître positif posté par email, en fait, il sera peut-être pas positif pour une partie des gens. Par contre, s'il est expliqué par le manager et si le manager explique le pourquoi, là, le message, il peut bien passer. C'est ça. Ouais, donc, quelque part, ce manager qui est à la fois leader, qui est à la fois accessible, qui est à la fois transparent et qui est aussi cette personne qui va faire le pont, en fait, entre ce qui se passe au-dessus et puis retransmettre à ses équipes pour s'assurer justement que le message, il est compris au maximum. Ouais, complètement. Ça, c'était le petit résumé. Ok, on arrive à la fin de cet épisode tout doucement. Petite question pour vous. En un mot, du coup, parce que ça va être très bref. On terminera par ça. C'est quoi la compétence fondamentale pour vous d'un manager? Si vous deviez en citer qu'une seule. Je sais qu'il doit en avoir plein et on en a cité plein aujourd'hui, mais c'est quoi la compétence fondamentale? Alors, je vais bien commencer. Donc pour moi, la compétence essentielle, c'est de comprendre que tout le monde est différent et que tout le monde agit de manière différente. On va avoir des collègues qui sont très structurés, on peut s'attendre à de la structure. D'autres qui sont créatifs. Si je suis manager et que je suis quelqu'un de structuré et rigoureux, probablement que mon collègue qui est créatif et qui peut-être ne fait pas toujours ce qu'il est censé faire va m'agacer. Et ça, en tant que manager, je suis pas du tout rigoureux, moi je suis plutôt du côté créatif, mais c'est quelque chose qui est très très important de comprendre et de se dire, en fait, dans mon équipe, j'ai plein de personnes qui se comportent de manière différente, qui ont des attentes différentes, qui réagissent de manière différente, et il faut que je les coach et que ensemble, ils soient placés au bon endroit avec les bonnes tâches pour faire avancer toute l'équipe. Et ça, pour moi, c'est la compétence la plus importante. Et beaucoup de jeunes managers, je le vois, disent « Oh, mais non, mais celui-là, ça ne va pas parce que raison X, Y, Z. » Et en fait, souvent, on se rend compte qu'ils sont juste complètement incompatibles de caractère et que c'est pas tellement un problème de l'employé et du manager. C'est le manager qui a pas compris que les gens sont différents et qu'il faut les prendre comme ils sont et que c'est ensemble qu'on avance de manière très différente.
Mais je te rejoins parce que moi, j'allais dire l'empathie. Pauline. Et en fait, c'est exactement ce que tu décris. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place d'une autre personne. Et même si elle pense différemment et agit différemment, de pouvoir la comprendre. Nous, dans l'équipe, on a justement ce dont tu parles là. On en a un qui va être plus carré, très structuré, et d'autres qui vont plus être dans leur flow. Et pour moi, c'est comme ça aussi que je vois un peu l'esprit créatif dont tu parlais. C'est qu'on est dans le flow, on fait les choses, peut-être qu'on les note pas dans notre outil de gestion, peut-être qu'on coche pas la case de la to-do list, mais on l'a quand même fait, on a quand même abouti à un truc chouette. Et ça, pour moi, c'est de l'empathie, juste la capacité de se mettre à la place des autres, de comprendre qu'ils ne sont pas nous, qu'on n'est pas eux, mais qu'on peut faire de belles choses ensemble. Ça me rassure qu'il n'y a pas qu'un mot, parce que j'en avais noté 4. Jean-Baptiste. Du coup, j'avais un peu noté, finalement, pour moi, l'écoute, clairement. Alors, l'écoute, j'ai envie de rajouter derrière active. Parce que l'écoute aujourd'hui, on connaît très bien tous le manager qui nous sort cette phrase « je t'entends ». Ok, elle est géniale. Mais est-ce que je te comprends? Et ça, c'est mon deuxième mot. Et donc, comprendre effectivement l'individu, mais je pense aussi le manager doit comprendre la dynamique, les enjeux et l'organisation. Et puis alors, il y avait 2 autres mots qui me venaient. Il y avait le guide, donc vraiment guider l'individu. Je ne vais pas parler de collectif ici, donc vraiment la personne. Et par contre, fédérer le collectif par la vision. Et là, on revient un peu avec finalement ce que tu disais. Je pense que la vision, elle doit transpirer aussi par le manager. J'adore. Alors, on a envie d'applaudir, non? Oui, applaudissez un petit peu là. Mais heureusement que j'ai dit un mot. Hein. Franchement, vous écoutez hyper bien mes consignes. Ça transpire le leadership par ici. Sébastien, pour clôturer, tu dirais quoi? J'ai compris que je dois faire plus court. Pour moi, un bon manager, c'est le manager qui est capable de faire émerger les compétences chez les autres. Et pour faire émerger les compétences chez les autres, c'est un manager qui doit comprendre, qui doit être sur le terrain, qui doit coacher les gens. Pour moi, c'est juste ça. Encore une fois, c'est un bon manager, c'est un leader en fait. Ouais. Et un coach aussi, quelque part. Ouais. Merci à vous 4 pour cette super intervention et cet épisode hyper intéressant sur le management. Comme on a un public et qu'on peut le mettre à contribution aujourd'hui, est-ce qu'il y a une personne du public qui a envie de venir au micro pour poser sa question à nos 4 intervenants? Oui. Vous pouvez venir. Ouais, vous pouvez venir. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alors bonjour, je suis David, je suis coach au Venture Lab et j'ai été entrepreneur pendant plus de 25 ans. Pour moi, une des compétences et une des questions que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est de voir que pensez-vous de la gestion des émotions pour les managers? Parce que je pense qu'on vit tous des moments privés, professionnels, où on a plus d'énergie, moins d'énergie. Certaines choses, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, nous agacent. Et moi, je voudrais savoir comment vous parvenez à la fois insuffler une énergie positive, mais surtout gérer vos propres émotions. Merci David pour cette question. On peut à nouveau l'applaudir. Et du coup, qui s'y colle? Par rapport à mon poids précédent, Maxime. Quand on sait que tout le monde est différent, on arrive à beaucoup plus facilement à prendre sur soi sur des choses qui sont peut-être particulièrement frustrantes. Parce que on va se rendre compte qu'en fait le collègue il le fait pas pour nous embêter, il le fait juste parce que c'est sa manière de fonctionner et donc ça permet quand même, je trouve, à savoir faire la part des choses entre oui, je suis très agacé mentalement à l'intérieur de moi sur le moment, sur l'un ou l'autre comportement d'un collègue, mais d'un autre côté je peux pas vraiment lui en vouloir parce que c'est la manière standard par laquelle il fonctionne. Alors ça veut pas dire que des fois je suis d'accord et des fois je n'en discute pas avec eux qu'il n'y a pas de problème. Comment dire ça de manière diplomatique? Exactement. Après, on est plutôt dans la bienveillance chez deux, mais oui, je sais. Oui. Mais donc on est plutôt dans la bienveillance chez deux, mais bon, des fois il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Mais il y a quand même pas mal de fois où il faut pas. Enfin, ce que j'ai appris moi, c'est que généralement répondre à un collègue ou faire une remarque sur le coup de l'émotion, ça se passe toujours mal. Vaut mieux attendre 4 heures ou le lendemain, et puis souvent ça se passe beaucoup mieux. Et il faut savoir faire la part des choses. C'est pas facile, mais bon, ça fait partie du rôle du manager ou du gérant ou de l'indépendant ou quoi que ce soit. Et c'est une aptitude que pour moi il faut absolument apprendre et qu'on apprend généralement. Mais moi, je me rappelle nos coachs au Venture Lab nous ont dit ça assez souvent et de manière assez régulière. Le même discours que ce que j'ai aujourd'hui, ils nous l'ont dit alors qu'on était plus jeunes et plus naïfs. Et ils nous ont dit mais attention,
fais attention à ceci, fais attention à cela, et comme ça tu apprends de l'expérience des autres. Les relations humaines, en fait, c'est des relations qui sont absolument pas standardisées. Sébastien. Et donc, chez nous, en tout cas, la direction qu'on veut faire prendre aux gens, c'est d'être transparent et de dire les choses. Si ça va bien, on le dit. Si ça va pas bien, on le dit. Et souvent, on a tendance à plus dire quand ça va pas bien plutôt que ça va bien. Donc, il faut réussir à bien rééquilibrer. Mais par contre, il faut être capable aussi d'expliquer pourquoi. Pourquoi on a pris une telle décision, pourquoi on a réagi d'une telle façon, pourquoi on a parfois réagi de manière trop impulsive. En fait, à partir du moment, encore une fois, où on l'explique aux gens, les gens, en fait, ils le comprennent. Pour moi, c'est la partie essentielle. On a tous nos vies, on a tous nos problèmes, on a tous nos émotions à gérer. Il faut essayer évidemment de le faire de manière la plus professionnelle possible. Mais par contre, encore une fois, à partir du moment où c'est expliqué, tout le monde est capable de l'entendre et de le comprendre, je pense. Et peut-être pour Jean-Baptiste. recentrer encore plus sur la partie émotion, alors privée et cette transparence finalement privée-professionnelle qui est aujourd'hui de plus en plus floue. Je pense que c'est important aussi, on est dans une société où l'émotion, et heureusement ça devient de moins en moins le cas, mais un peu un tabou. On n'accepte pas finalement qu'un collaborateur ou quelqu'un d'autre soit triste, soit en colère ou autre. On doit toujours être de bonne humeur et performant. Je pense que c'est aussi à nous finalement en tant que manager de pouvoir le dire quand on va pas bien, pour n'importe quelle raison. Ça m'arrive le matin de rentrer finalement dans nos bureaux en disant les gars, aujourd'hui je vais pas bien. Voilà, c'est mon mood, vous le savez, je le partage, j'ai pas de souci avec ça, vous le savez, vous le comprenez mieux en tout cas par rapport à certaines réactions que je pourrais avoir. Je pense que de ça c'est très important de pouvoir être libre d'exprimer toutes nos émotions et je pense aussi souvent on le voit et on l'a vu effectivement on a pu nous le dire des tonnes de fois par des coachs qu'on a eu, il faut qu'on se casse la tête dessus pour que ça fasse tilt. Mais je vais dire, on a eu des tonnes de fois finalement des personnes qu'on n'écoutait pas ou qu'on écoutait, mais finalement on leur laissait pas la place à toute la partie émotionnelle. C'est des personnes qu'on a perdues. Elles sont parties en burn-out, elles sont parties de la boîte, mais c'est finalement des talents qu'on a perdus. Et donc je pense que la partie émotion est hyper importante, de plus en plus maintenant. Et après, il y a toute une tonne d'outils qui peuvent être utilisés pour gérer ça. Si je prends tout le monde connaît un peu près, je pense, la CNV, donc communication non violente, qui est pour moi un outil extraordinaire pour canaliser une émotion et la rendre actionnable, je vais dire, dans quelque chose de juste. Mais je considère aussi qu'à chaque fois qu'on a une émotion particulière ou qu'on la ressent, on doit l'accepter, parce que c'est quand on l'accepte qu'on va comprendre finalement le sujet profond. Donc ça, c'est, je pense, important avec l'émotion. Et pour prendre un point de vue collaborateur, après c'est très personnel, mais je trouve que l'émotion de tes collègues, tu la ressens. Et s'ils la cachent et qu'ils essayent de la masquer, ça peut mener à une forme où tu essayes de tout comprendre à sa place. Et peut-être parfois à une forme de paranoïa même, je dirais, où tu essayes de tout comprendre, de dire est-ce qu'il est bien aujourd'hui, est-ce qu'il est pas bien, etc. Donc en fait, pouvoir la communiquer, ça permet d'éviter ce genre de choses pour les gens qui sont un peu parfois des éponges émotionnelles. Et on en a plein évidemment dans les équipes. Merci à vous quatre. Merci pour David pour ta question. Merci à vous, public, pour ce premier épisode. J'espère que vous l'avez bien aimé. Oh là là, il y avait un manque d'enthousiasme. Ok, super. Ici, en direct, ça a l'air de bien s'être passé. J'espère que vous, chers auditeurs, dans vos oreilles, vous avez adoré cet épisode. Mon petit doigt me dit qu'il va y en avoir un deuxième dans les mois qui viennent, donc restez connectés. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEcoDesign. Et puis, si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.